Alors imaginez un peu la situation. On consacre sa vie à une œuvre de charité, et puis un jour, on se retrouve publiquement traîné dans la boue par les plus hautes autorités. Eh bien, c'est l'histoire de Catherine Filljang, une femme du 19e siècle qui a dû se battre, seule, contre une institution bien décidée à la détruire. Son arme, un document. Une défense vraiment méticuleuse qu'on va explorer ensemble. Rebelles, escrocs, sorcières. Écoutez bien ces mots. Ils n'ont pas été chuchotés dans le secret, non, non. Ils ont été proclamés depuis la chair, en plein sermon. C'est une attaque publique, officielle, conçue pour anéantir une réputation. Voyons un peu comment elle a fait face à ça. Pour bien comprendre toute l'affaire, on va suivre le fil de sa défense. D'abord, on verra son projet assiégé. Puis, on parlera de la lettre qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, on déconstruira ce fameux passé inventé. On se penchera sur l'affaire des prêtres. Et on terminera avec une réflexion sur le pouvoir et l'histoire. Bon, alors comment tout ça a commencé? C'est assez simple au fond. Catherine Filljang, elle voulait juste créer une œuvre de charité dans son village de Biding. Un projet noble, quoi. Mais voilà, dès le début, elle s'est heurtée à un mur. Une opposition aussi puissante que déterminée. Regardez bien cette liste. Ce n'est pas juste de la malchance ou de la mauvaise volonté. C'est une véritable campagne d'asphyxie, méthodique, organisée. On lui bloque son financement, on intercepte ses dons, on va même jusqu'à saboter le soutien de l'impératrice. L'objectif était limpide. L'isoler, la détruire financièrement et socialement. C'était la mort programmée de son projet. Et puis d'un coup, l'offensive devient officielle. En août 1885, l'évêque de Metz écrit une lettre. Une lettre qui était censée être privée, mais qui va devenir l'arme ultime contre Catherine. Son contenu, une fois révélé, va absolument tout faire basculer. Et voilà, la bombe est lâchée. Cette phrase, elle est tirée de la lettre à la princesse Hélène de Tours et Taxis. En quelques mots, l'évêque utilise tout le poids de son autorité non seulement pour la salir, mais pour la déclarer carrément indigne de tout secours. C'est une condamnation sociale, morale, qui vient de la plus haute autorité religieuse du coin. C'est dévastateur. L'attaque de l'évêque, en fait, elle repose sur 3 piliers. 1. Un passé scandaleux. 2. Un présent qui l'est tout autant. Et 3. Des relations jugées suspectes. Eh bien, la défense de Catherine va s'attaquer à chacune de ces accusations, une par une, pour les démolir. Voyons comment. Allez, on commence par le plus gros morceau, ce fameux passé scandaleux. Pour répondre à ça, sa défense ne va pas se contenter de belles paroles. Non, elle va utiliser des faits, rien que des faits. Et ça prend la forme d'une chronologie absolument implacable. Et là, cette chronologie, elle est juste redoutable. Elle démontre à quel point l'accusation est fragile. Parce qu'à chaque période de sa vie, on sait où elle était, ce qu'elle faisait, et tout est documenté, attesté par de témoins crédibles, y compris des gens d'église. De son temps au couvent à sa longue maladie, en passant par toutes les lettres de soutien, il n'y a tout simplement pas de place, pas le moindre créneau temporel pour ce soi-disant passé scandaleux. L'accusation sonne complètement creux. Passons maintenant au dernier point, et pas des moindres, l'accusation de relations suspectes avec les abbés Guldner et Mayer. On présente ça comme la raison de leur punition. C'est un point absolument clé, parce que ça vise à isoler Catherine en salissant aussi ses alliés. Cette comparaison est saisissante. D'un côté, on a une accusation lancée comme ça en 1885, et de l'autre, on a un témoignage officiel datant de 1880 qui vient de l'intérieur même du diocèse et qui garantit la bonne moralité des 2 prêtres. C'est une contradiction directe, noir sur blanc, qui met sérieusement en doute la parole de l'évêque. Et c'est là que le document révèle le pot rose. Le vrai problème, ce n'est pas une histoire de mœurs. C'est une histoire de pouvoir, de discipline ecclésiastique. Les prêtres ont osé défier l'autorité de l'évêque en allant faire appel à Rome. Leur sanction, c'est la conséquence de cet acte, perçu comme de l'insubordination. Leur relation avec Catherine n'était qu'un prétexte bien pratique pour justifier la punition. Au final, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Que la vérité, malheureusement, n'est pas toujours une question de preuve. C'est souvent une question de pouvoir. La parole d'un seul homme, un évêque, a pesé plus lourd que des dizaines de témoignages qui disaient tout le contraire. Cette citation, elle est particulièrement tragique. C'est le curé d'Héber-Sanguine qui parle. En 1875, il n'imagine même pas que l'évêque puisse être aussi injuste. Il dit « Jamais je ne ferai une chose pareille ». Et pourtant, 8 ans plus tard, c'est ce même homme qui sera obligé de monter en chaire pour prêcher contre Catherine Filljang, faisant exactement ce qu'il jugeait impossible. Ça montre bien la pression écrasante de la hiérarchie. On termine donc sur cette question. L'affaire Catherine Filljang, ce n'est pas juste une vieille histoire. C'est une vraie réflexion sur la façon dont les récits officiels se construisent et sur la difficulté immense qu'il y a à contester une vérité quand elle est établie par une autorité puissante. C'est une question qui, finalement, résonne encore très fort aujourd'hui. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire assez étonnante, tirée d'un document historique.
C'est le chapitre 4 d'un ouvrage sur des événements à Bidzing, en Lorraine, au XIXe siècle. Oui, et ce n'est pas juste une anecdote locale, hein. C'est vraiment un cas d'école, je trouve, sur la façon dont une initiative, celle d'une femme, Catherine Filjung, a pu déclencher une opposition féroce. Féroce et organisé, apparemment, venant même des hautes sphères du pouvoir de l'époque. Tout à fait. Le document qu'on va explorer décrit une véritable mécanique d'opposition. On parle de blocage financier, d'attaques personnelles, franchement d'une violence assez incroyable. Oui. Et même d'intervention directe de l'autorité ecclésiastique. C'est un récit qui permet de voir un peu les stratégies de dénigrement, quoi. C'est exactement ça. Donc, notre objectif, c'est de décortiquer comment ce document présente cette lutte. Quelle forme prend cette opposition? Quelles sont les accusations précises contre Catherine Filjung et les deux prêtres qui la soutiennent, les abbés Mayer et Gulner? Et comment l'auteur du texte, lui, analyse et essaye de contrer tout ça, surtout les attaques venant, semble-t-il, de l'évêque de Metz. Alors, suivons le fil du document. Il commence fort, en affirmant qu'aucun moyen n'a été épargné pour faire échouer le projet de building. Même après le départ forcé de prêtres, des persécutions. Oui, et malgré tout ça, Catherine Filjung lance quand même les constructions. Et c'est là, apparemment, que l'étau financier se resserre vraiment. C'est ça. Le texte parle d'une tentative d'asphyxie financière. L'idée, c'est simple, lui couper les vivres, décourager les dons. Et ce qui est intéressant, c'est que l'administration civile locale, elle, était plutôt pour au début. Ils y voyaient peut-être un bienfait pour la région, je suppose. Bah oui, probablement. Mais voilà, l'intervention de l'évêque de Metz aurait tout changé. Fini, plus de soutien officiel possible. Ça, c'est assez typique de l'influence de l'autorité religieuse sur le civil à cette époque. Mais ça ne s'arrête pas là, si j'ai bien compris, hein. Non, pas du tout. D'après la source, on lui interdit carrément de faire des quêtes, donc de collecter des fonds, dans sa propre région, l'Alsace-Lorraine. Ah oui, c'est quand même fort, ça. Et le plus ironique, c'est que des collecteurs étrangers, eux, avaient le droit. C'est paradoxal pour le moins. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le document donne des exemples concrets de cette obstruction. Oui, c'est assez parlant. Une dame, apparemment fortunée, prête à donner 50 000 francs, une somme énorme à l'époque. Ah oui, énorme. Eh bien, elle aurait été dissuadée juste à temps par le curé de Putelange et l'évêque. Le curé s'en serait même vanté, nous dit le texte. Vanté, hein? Incroyable. Et ça monte encore plus haut, c'est ça, hein? Mais oui, l'impératrice Augusta elle-même. L'impératrice. Oui, elle aurait montré de l'intérêt. Il y aurait des lettres qui le prouvent. Mais là encore, hop, une intervention de l'évêque et cette piste d'aide impériale est coupée nette. Ce qui est frappant, c'est vraiment la portée de cette opposition telle qu'elle est décrite. C'est pas juste des petites critiques de clocher, ça a l'air d'être une action coordonnée qui touche jusqu'aux plus hautes sphères, politiques, financières. C'est une vraie stratégie d'isolement, on dirait. Et ça ne s'arrête pas à l'argent, d'ailleurs. Le document passe ensuite à un autre front. Peut-être encore plus destructeur. La réputation. Ah, la réputation. Oui, c'est souvent là que ça fait le plus mal. Le texte dit qu'elle n'a pas été ménagée, c'est ça? C'est le moins qu'on puisse dire. Il rapporte des termes utilisés dans les sermons dans l'enseignement religieux local. Des mots comme rebelle, escroc, grisette. Grisette, oui, c'était très péjoratif à l'époque pour une jeune femme jugée de mœurs légères. Exactement. Mais aussi excommuniée, possédée et même sorcière. Sorcière, ouais, carrément. Ça situe le niveau de violence verbale, là, surtout dans ce contexte religieux. Tout à fait. Le texte ajoute même ce qu'il appelle des petitesses, des vexations quotidiennes, des fleurs faites à Bidding qu'on jette d'une chapelle, interdiction de porter des médailles venant de Rome, on refuse des objets liturgiques juste parce qu'ils viennent de son magasin. Comme une sorte de harcèlement constant pour la marginaliser complètement. C'est l'impression que ça donne. Et le document est très direct sur l'origine présumée de tout ça. Il accuse l'évêque d'avoir, personnellement, recueilli et diffusé ces bruits et cancans. Sans vérifier, c'est ça. En utilisant son autorité pour leur donner du poids. Exactement. Il irait même jusqu'à citer des fonctionnaires qui auraient rapporté ces propos de l'évêque. C'est une accusation grave portée par le texte. Et au cœur de ces attaques sur la réputation, il y a l'accusation d'escroquerie, c'est bien ça? Oui, on la dépeint comme une profiteuse, qui quêterait juste pour s'enrichir personnellement, Classique. et qui prévoidrait d'abandonner les quelques orphelins qu'elle avait recueillis dès qu'elle aurait fait fortune. Une image très négative, évidemment. Et cette image aurait été diffusée largement par l'évêché pour bloquer ses collectes de fonds, y compris à l'étranger. C'est ce que dit le texte. Mayence, Ratisbonne, Vorarlberg, Suisse. On aurait tout fait pour lui fermer les portes.
C'est une tactique connue, semer le doute sur les motivations pour couper les financements, surtout pour les œuvres qui sortent un peu des clous. Mais là, justement, le document oppose une logique, qui se veut implacable. Il pose la question, ça a quel sens de vouloir s'enrichir en mendiant partout en Europe, en s'endettant à mort, pour construire dans un village paumé? Oui, l'argument c'est « Oh, économiquement, ça ne tient pas debout comme plan d'enrichissement personnel, c'est trop absurde ». C'est ça. L'absurdité économique apparente serait une preuve de sa sincérité. Le texte ajoute même qu'elle aurait refusé des solutions, disons, malhonnêtes pour se tirer d'affaire, comme une faillite arrangée. Ah oui en disant « Non, c'est l'œuvre de Dieu et elle restera honnête ». Bon, clairement, le texte cherche à construire une image d'intégrité face aux attaques. Bien sûr, c'est une défense point par point. Et tout ça, toute cette campagne, culmine, selon le document, avec une lettre. Une lettre écrite par l'évêque de Metz lui-même, le 16 août 1885. Une lettre précise donc. Dans quel contexte? L'abbé Mayer, un des prêtres qui la soutient, cherche de l'aide auprès d'une princesse influente, Hélène de Turnetaxis. L'intendant de la princesse écrit à l'évêque pour avoir son avis logiquement, d'accord. Et la réponse de l'évêque? Le document la cite. Il dit qu'elle est manuscrite et que son contenu a été rapporté par des témoins fiables. Et elle est décrite comme accablante. C'est-à-dire? L'évêque remercierait la princesse de l'avoir consultée. Puis il accuserait Catherine Filjonge d'une conduite scandaleuse. Passée autrefois, dit le texte, et présente. Oui, quand même. Juste elle ou les prêtres aussi? Les prêtres aussi. La lettre parlerait de relations suspectes entre elle et les abbés Gülner et Mayer. Et l'évêque affirmerait que c'est pour cette raison qu'il leur a retiré le droit de dire la messe. D'accord. Donc le motif officiel avancé serait les mœurs, les relations suspectes. C'est ce que la lettre dirait. Et la conclusion rapportée est sans appel. Elle serait indigne de tout secours. Terrible. Oui, si c'est exact. C'est une condamnation directe venant de l'autorité morale suprême localement, faite pour couper tout soutien potentiel. Le document dit ce qu'il advient de cette lettre. Oui, il souligne qu'elle a circulé dans des cercles influents, notamment à la cour de Bavière, et que l'abbé Meyer en a informé Rome, ce qui aurait provoqué de vives réactions là-bas aussi. On imagine. C'est une pièce maîtresse de l'accusation, cette lettre. Comment le document essaie-t-il de la contrer? Il ne se contente pas de nier, j'imagine. Non, pas du tout. Il construit une vraie contre-enquête, très méthodique. D'abord, sur cette vie scandaleuse autrefois. Alors comment il s'y prend? Il passe en revue sa vie avant 1885, période par période. 1868-69, elle est au Carmel de Lunéville, placée par un prêtre pieux. Apparemment, il y a une lettre élogieuse de la supérieure. Donc, pas là, cette autrefois. D'accord. Ensuite, 1869 à mars 1873. Elle est très malade, maladie jugée incurable. Puis, guérison soudaine. Son état de santé, argumente le texte, n'était pas compatible avec une inconduite. Donc, toujours pas cette autrefois. Logique. Et après? 1873-1876, début des extases. Là, le texte mentionne plus de 100 lettres d'estime de curés voisins. Donc, ça ne colle toujours pas avec une vie scandaleuse passée. Ça couvre une bonne période déjà. Oui. Puis, fin 1876 à mars 1878, séjour à Nancy chez une famille honorable. Elle est bien vue par messieurs Foulon, futur archevêque. Le texte dit, si elle avait été scandaleuse à Nancy, comme l'insinue l'évêque de Metz, messieurs Foulon auraient coupé les ponts. Donc, pas cette autre fois-là non plus. D'accord, la réfutation se base sur des témoignages indirects et la logique des relations maintenues. C'est ça. Puis, printemps 1878, retour à Biding. Et automne 1880, un épisode clé. L'intervention pour interdire les visites d'un certain Père Ledoux. Le motif officiel donné, ingérence dans les affaires diocésaines, pas l'inconduite. Ah, et le texte souligne ça. Oui, il dit, si on avait eu la moindre preuve d'inconduite à ce moment-là, c'était l'occasion rêvée de l'utiliser comme justification, c'était bien plus fort comme motif. Mais non, on lui permet même de correspondre par écrit avec lui. L'argument, c'est l'absence d'accusation formelle à des moments où ça aurait été pertinent, c'est ça? Exactement. Pareil en 1882, des lettres de l'évêque de Sion parlent des événements de Biding, des voies extraordinaires pour justifier le déplacement des prêtres, mais toujours pas de relations scandaleuses. Encore une fois, pourquoi ne pas utiliser ce motif s'il était fondé? C'est d'une argumentation par l'absurde, en quelque sorte. Oui, et le point culminant de cette défense sur le passé, c'est janvier 1885. Une affaire judiciaire très lourde. Vol, escroquerie, inconduite, classée sans suite, ordonnance de non-lieu. Ah, il y a eu une enquête officielle. Apparemment.
Et le texte affirme que plein de prêtres, une quinzaine, dont un curé cité par l'évêché comme source d'infos, auraient témoigné en sa faveur devant le juge d'instruction. Ah oui, ça c'est fort comme argument. Du coup, le texte pose la question, un peu crûment, qui mentait? Les prêtres sous serment devant le juge ou l'évêque dans sa lettre quelques mois après? C'est une mise en cause directe de la parole épiscopale par le document, c'est audacieux. Et pour la vie scandaleuse actuelle au moment de la lettre de 1885? Là, l'argument est plus factuel, disons. Pendant les travaux de 1883 à 1885, elle était tout le temps entourée de 20-30 personnes, ouvriers, etc. Des témoins constants. Voilà. Et le texte dit « Même ceux qui ont été renvoyés, qui auraient pu être mécontents, n'ont jamais rien dit sur ces mœurs. Alors comment des gens de loin pourraient savoir mieux ?» C'est l'argument du bon sens, là. D'accord. Ça couvre les accusations sur sa conduite. Mais il reste le point sensible des prêtres foncep, les relations suspectes et le retrait de la messe. Comment le texte défend-il ça? Alors là, il sort plusieurs cartes. D'abord, un témoignage de 1880 du supérieur du grand séminaire, qui atteste de leur bonne réputation à ce moment-là. Mhm. Ensuite, il souligne la contradiction avec les motifs donnés dans les lettres de 1882, dont on parlait, qui ne mentionnaient pas de relations suspectes. Oui, la cohérence interne des justifications officielles. C'est ça. Et il cite même le curé d'Ebersing, celui qui a témoigné pour elle au tribunal, qui, même dans un sermon critique envers la voyante et les prêtres, aurait attesté de leur honnêteté morale. Intéressant. Même un critique aurait reconnu leur intégrité sur ce point. C'est ce que prétend le document. Il affirme aussi qu'aucun confrère prêtre ne mettrait en doute leur intégrité morale. Donc si ce n'était pas ces fameuses relations suspectes, quelle était la vraie raison du retrait de la messe selon ce texte? Ah, là voilà la question clé. Pour l'auteur du document, la vraie raison, c'est Leur voyage à Rome. le voyage à Rome, Avec Catherine Filjong. oui, pour porter leurs réclamations directement au Vatican, en court-circuitant l'évêque de Metz. Ça n'a pas dû plaire. J'imagine que c'était vu comme un acte de défiance, mais avait-il le droit? N'y avait-il pas une interdiction? Alors, c'est là que ça devient juridiquement subtil, et que les interprétations divergent selon le texte. Oui, il y avait une interdiction de contact sous peine de suspense cutination, cette sanction canonique. D'accord. Mais l'un des prêtres, l'abbé Guldner, avait son exeat, l'autorisation de quitter le diocèse. Donc, techniquement, il n'était plus sous l'autorité de Metz. Ah, détail important. Et l'autre, Mayer, lui, il pensait, peut-être à tort ou à raison, que faire appel à Rome suspendait automatiquement la sanction. C'est ce qu'on appelle l'effet suspensif de l'appel dans certains cas. Le texte dit aussi qu'ils sont arrivés à Rome avant la date d'effet de la sanction. Bref, c'est flou. D'accord. Et à Rome, comment ça s'est passé? À Rome, un certain monseigneur Salois leur aurait dit que non, leur démarche n'était pas suspensive en soi, mais il aurait reconnu leur bonne foi et estimé qu'ils n'étaient pas vraiment sous le coup d'une censure. L'objectif de Rome aurait été d'apaiser les choses pour sauver l'honneur de l'évêché de Metz. On leur aurait fait des promesses d'arrangement, d'examen de leur cas à leur retour. Et au retour à Metz, ça s'est passé comme promis? Pas du tout d'après le document. L'interprétation à Metz a été « le voyage ensemble », c'était ça la faute. Ça a entraîné la suspecte et une irrégularité canonique. Point barre. Même pour Guldener, qui avait son exé? Oui. Même les papiers envoyés par Rome pour régulariser leur situation auraient été vus à Metz comme une preuve de leur culpabilité initiale. C'est un dialogue de sourds, on dirait. Quelles conséquences pour les prêtres, concrètement? Eh bien, privation de Metz pendant un temps, retraite forcée dans des monastères très stricts, la Trappe, la Chartreuse, Ah oui, des lieux de pénitence. et on aurait essayé de leur faire signer des écrits reconnaissant une révolte. Mayer aurait fini par céder pour obtenir son exé et partir. Guldner, lui, se serait soumis, même en contestant l'illégalité, pour ne pas envenimer les choses, espérant une justice future. Quelle histoire complexe. Le document finit sur une anecdote, non? Sur le curé d'Ebersing. Oui. Une petite touche finale assez ironique. Ça se passe en 1875. Pendant une extase rapportée par le texte, la voyante aurait prédit que l'évêque finirait par écrire ou prêcher contre elle. D'accord. Le curé d'Ebersing est là. Et il dit à l'abbé Mayer « Jamais, je ne crois pas l'évêque capable d'intellecter. Et si jamais on m'ordonnait de faire ça, je refuserais. Dussé-je mourir avec vous ?» Une belle promesse. Et la chute? La chute, c'est que vers 1883, ce même curé monte en chaire. Et il prêche contre elle sur ordre,
Ah, Et le texte pose la question, un peu perfide, est-ce qu'il s'est souvenu de sa promesse à ce moment-là? C'est une anecdote qui, pour l'auteur, illustre bien la pression de l'autorité, les revirements. oui, la complexité des positions humaines face à l'autorité. C'est Ouf, révélateur. absolument. Quelle histoire quand même. Ce chapitre 4 nous plonge vraiment au cœur d'un conflit. Acharné. Oui, pour résumer ce que nous dit ce document, c'est vraiment le portrait d'une opposition systémique organisée contre Catherine Filjong et son projet. L'auteur met clairement en cause l'évêque de Metz, en décrivant une stratégie qui combine la pression financière, la diffamation, les sanctions religieuses. Mais ce qui est frappant, c'est surtout la manière dont le texte construit une contre-argumentation très détaillée. Il utilise la chronologie, des témoignages qu'il rapporte, la logique, il pointe les contradictions apparentes, tout ça pour défendre l'intégrité de Filjong et des prêtres. Donc, ce qu'on peut retenir de cette exploration de notre source, c'est ce portrait d'une résistance tenace face à ce qui est présenté comme une campagne de discrédit méthodique orchestrée d'en haut. Le document veut montrer les obstacles, mais aussi les stratégies pour y faire face, ou au moins pour défendre sa propre vérité. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller un peu plus loin, une question qui dépasse largement Bildung et le 19e siècle. Qu'est-ce que ce récit, tel qu'il nous est présenté ici, nous apprend sur les dynamiques de pouvoir, sur l'importance et la fragilité de la réputation, Oui, et sur les défis finalement universels que rencontrent ceux et celles qui lancent des projets un peu hors normes, qui dérangent l'ordre établi? Comment est-ce que des mécanismes similaires, la résistance institutionnelle, les campagnes de rumeurs, l'utilisation de l'autorité pour discréditer, pourraient se manifester aujourd'hui, dans des contextes complètement différents, que ce soit social, économique, même scientifique? c'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir, en effet.